l'instant, retenons juste ceci. Quand tu veux traiter d'un sujet ayant des implications sérieuses, réfléchis au lieu de te la péter. Sinon tu vas faire de la merde et dire n'importe quoi. L'ego peut être le pire ennemi de la vérité. Il t'empêche de voir quand tu as tort, quand tu dois te remettre en question, et quand tu dois écouter les autres. Écoutez les concernés, pas seulement ceux que j'ai fait venir dans cette vidéo, hein. Écoutez en général, croisez les témoignages, faites vos recherches et priorisez le factuel à votre opinion. Il n'y a que comme ça qu'on peut éviter de dire des conneries. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo qui sera consacrée à la chaîne de MJ Fermela. Oui, la dernière. Et je sais que vous aimeriez que j'aborde sa vidéo par exemple sur The Last of Us Partie 2 ou sa vidéo sur l'autisme, dont j'avoue, j'aurais aimé en parler. Mais à un moment, stop. Je suis masochiste, oui, mais pas jusqu'à regarder encore plus de ces vidéos. C'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué, vraiment. Cette vidéo, ce sera une synthèse de tout ce que je trouve néfaste dans la chaîne de MJ. Et l'extériorisation de ma frustration aussi. MJ Fermela est une émission où il réagit à des polémiques débiles. Et rien que ça en dit long sur le fond de ses vidéos. Il porte de l'attention sur une minorité bruyante qui n'ont pas beaucoup de jugeote. Surtout quand on n'arrête pas de leur dire qu'une telle info est fausse, falsifiée et même démentie par les producteurs, mais ils insistent quand même. N'est-ce pas un peu pathétique de s'énerver sur un groupe de gens qui n'ont pas beaucoup de recul pour ensuite nous faire des leçons de morale tout en usant de la colère? Et c'est pas parce que tu dis « Je fais de la comédie » que ça te dédouane de tout. Parler de sujets de société demande beaucoup de tact. C'est plus pédagogue de faire comprendre à un auditoire que c'est pas bien d'être assis sur ce que tu veux avec un ton calme et posé. Car les gens qui ont raison, ils vont pas se mettre en colère. Si on vous transmet l'information de manière agressive en vous criant dessus et qu'en plus on vous méprise en vous prenant de haut, il y a peu de chances que vous retenez la leçon. Connaissez-vous Exitium Film? Voici un extrait de quand il parle d'une critique abusée un peu comme MJ. Un autre aspect qui en a énervé certains, c'est le côté, et je mets les guillemets, woke de Fallout. On vous apprend rien, les grandes sociétés comme Disney, Netflix et Amazon s'efforcent d'avoir des castings plus inclusifs. On a plus d'actrices et d'acteurs de couleur, plus de protagonistes féminins, plus de personnes en situation de handicap et de personnes trans qui sont représentées à l'écran. Bref, plus de personnages issus de minorités. Certains râlent et considèrent que c'est une propagande, un bourrage de crâne progressiste qui n'a rien à voir avec l'univers de Fallout, l'exemple le plus controversé étant l'acteur Xelia Mendes-Jones, un homme trans qui incarne l'aspirant Dane dans la série. Si on suit à ce qui est canon dans les jeux Fallout, il est possible de faire de la chirurgie esthétique en cours de partie, mais pas de changer de sexe. Maintenant, l'univers canon de Fallout inclut des mutants, des ghouls qui vivent pendant des siècles, des synthétiques qui se déguisent en humains, et même des extraterrestres. Je vois pas pourquoi on pourrait pas avoir de personnes trans dans cet univers, autant que dans le nôtre d'ailleurs. D'autant plus qu'il y avait déjà de la représentation LGBT dans les premiers jeux. Si on regarde dans les premiers Fallout jusqu'à Fallout 4, les jeux ont toujours proposé des romances, voire des mariages homosexuels. Certains compagnons sont également homosexuels ou bisexuels. Enfin, Fallout 76 inclut des représentants de la communauté LGBT, avec les drapeaux arc-en-ciel, même si je vous l'accorde, c'est pas non plus l'idée du siècle, mais on a tout de même quelques personnages gays, non-binaires et autres. Ensuite, il prétend que c'est parce qu'il trouve que le film est pas assez spectaculaire. C'est bad girl, tête de con. Évidemment que c'est pas aussi spectaculaire que des mecs qui volent et qui balancent des lasers. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Une personne qui t'explique de manière calme, avec bienveillance, quand une critique est abusée et absurde, ou une personne qui te gueule dessus en te faisant des leçons de morale? En tout cas, mon choix est vite fait. Et d'ailleurs, plus je regarde ces vidéos, plus je remarque qu'il utilise l'émotion au détriment de la raison. Cette annulation, comme d'autres scandales de cette industrie, montre le vrai visage d'Hollywood. Un monde où la liberté artistique est une espèce en voie d'extinction, et où le producteur, surtout exécutif, domine, décide de tout et traite les autres comme des esclaves interchangeables. Pourquoi c'est pas bien? Les émotions peuvent nuire à évaluer les situations objectivement, ce qui crée des jugements biaisés, car ils ne sont pas rationnels.
Et ça démontre aussi que MJ fait des biais de confirmation. Plutôt que de se baser sur les faits, il va plutôt persuader en faisant l'appel à l'émotion de son interlocuteur pour lui faire adhérer une idée. Ça s'appelle aussi polariser son public. Maintenant, le film dans lequel elle a eu la chance de jouer est annulé. Par un mec qui pense que c'est impossible qu'une petite fille comme elle puisse aimer les films de super-héros. Et qu'il ne veut pas d'elle comme spectatrice des films qu'il produit. Tu manques pas d'air, espèce de petite pute! MJ aime beaucoup parler de lui pour montrer qu'il a une grande culture. Shrek 2, Cars, ça chapitre 2, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Inglourious Bastard, Hook, 58 minutes pour vivre, Sleepy Hollow, Vanilla Sky, Hercule de Disney, La chute de la Maison Blanche, Cheval de guerre, Stardust et Abyss. Je t'en prie, t'en connais beaucoup des films d'action populaire rated A. The Expendables 300, Sin City, Terminator 2, John Rambo, Le flic de Beverly Hills, tous les Die Hard de sauf le cas. Non, je voulais dire des films de super-héros rated A. Kick-Ass 1, Kick-Ass 2, Watchmen, Blade 1, Blade 2, Punisher Warzone, Super. Non mais un film de super-héros qui casse les codes du genre. Kick-Ass 1, Kick-Ass 2, Les Indestructibles, Megamind, Mystery Man, Sky High, Iron Man, Super Heroes Movie. Ou pour démontrer qu'il se prend vraiment pas pour de la merde. Depuis longtemps, moi, les fans, et clairement la télévision elle-même, la violence du film ne me dérange pas. Je regarde Game of Thrones, donc les moments gore du film passent sans problème. Encore une fois, la vulgarité ne me gêne pas, je suis un putain de malpoli moi-même. Même moi qui suis pas du tout dans ce milieu, parce que c'est pas trop mon truc, et soyons honnêtes, je leur en veux encore un petit peu d'avoir transformé Sonic en blague. Même moi, je sais que c'est pratiquement leur raison d'exister, de prendre des personnages qui sont pas sexualisés, et de les sexualiser en fanart. C'est pour ça que moi, les quelques films que j'aime bien revoir pour Halloween, bah, ce sont principalement des films pour enfants, comme L'étrange Noël de Mr. Jack, ou L'étrange pouvoir de Norman, ou même les mignons Hotel Transylvania. Il y a aussi Monster House, mais j'ai pas encore le Blu-ray dessus. Seulement, avec le temps, j'ai remis en question mes goûts et ma vision d'un film. Et puis il y a aussi le fait qu'il démontre qu'il a toujours un avis contraire aux autres, pour se démarquer. Donc ouais, à la surprise de tout le monde, je vais encore exprimer un avis pas du tout populaire. C'est un peu comme si c'était le principe de l'émission. Non, je pense sincèrement que le film est supérieur aux comics. Je regrette rien. Rogue One est surestimé. Quoi? Ouais, beaucoup se branlent sur ce film en disant que oh, c'est le seul bon film fait sous Disney. Fuck that. Pourquoi ce besoin de pas avoir un avis comme les autres? C'est si mal de faire partie du peuple. MJ croit avoir la vérité absolue. Il a déjà dit dans une de ses vidéos qu'il avait pas la vérité absolue, mais j'ai pas envie de chercher, j'ai déjà assez souffert comme ça. Mais c'est pas parce que tu le dis que c'est le cas. Le ton condescendant et hautain qu'il emploie. Boum, voilà, c'était si dur à comprendre. La gestuelle, le vocabulaire utilisé, le fait de nous donner des leçons, le fait qu'il affirme quelque chose sans le prouver avec des arguments, comme si c'était des faits, tout mène à comprendre qu'il croit avoir la vérité absolue. Alors que c'est faux. Vous refusez d'enregistrer quoi que ce soit. Et du coup, vous répétez encore et encore les mêmes erreurs. Et au bout d'un moment, j'en ai marre de devoir vous réexpliquer encore et encore. Je le jure sur Robin Solo, c'est pas la postologie. Hein. Et M. Night Shyamalan que je n'invente pas. Mais laisse-le tranquille, ils t'ont rien fait. C'est cocasse que dans sa vidéo Star Wars, il juge le jeu des acteurs comme étant médiocre, alors que lui-même est un acteur médiocre. Collabore! Vous êtes tous des collabores! Nous seulement dans du péché! Pareil, malgré le moteur HS, c'est vrai quoi, ce machin est fait en chrome. Non! On fait pas ça! Parce qu'il me faut le gosse. Cette prophétie est super importante! Putain, bordel de merde! Ça ne veut pas dire que tu as raison! Ça veut dire que t'es une brute! T'es un site! Quoi? Coppola a réussi à faire plus nul? Excusez-moi, mais... Je veux de conneries à base de « mais t'avais qu'à pas t'habiller comme ça aussi !» Quand tu veux juste savoir de ce qu'il parle et qu'à côté, il joue comme une quiche, c'est agaçant, insupportable, fatigant. Alors mec, paye-toi des cours de théâtre. Mais attendez, c'est pas tout! Il fait aussi, au rage, au désespoir, des fautes de prononciation. À Lynch, dans le prochain film James Bond, de le dire que James Bond ne va pas devenir une femme noire dans le prochain film. Il suffit de voir la bande-annonce ou l'affiche de ce fameux prochain James Bond pour voir que Daniel Craig est toujours là.
il est toujours James Bond. Jotaro, Josuke, Giorno et bientôt Joylene. Joline. On est très mal placé pour se plaindre d'une reine Anne Boleyn noire. Anne Boleyn. Mec, je sais que tu vas avoir beaucoup de mal à accepter ce que je vais te dire. Le film n'est pas si exceptionnel que ça. Mais tu pouvais pas refaire une prise! T'as si peu de considération pour ton travail? Le mec est sur YouTube depuis longtemps, il est même pas foutu de rendre ça correct! Un X-Men Apocalypse ou un Star Wars Nuit ou un Hulk d'anglais ethnique, car il force ton œuvre favori à se seulement fermer là, mais ne l'ouvrez plus jamais vu à quel point ça nous a foutu dans la merde votre chouinerie. Espèce de sociopathe analphabète. Chacune de ces vidéos pue le discours politique. C'est-à-dire que quand il parle d'un sujet, ou qu'il parle d'une polémique, son raisonnement revient toujours à de l'idéologie d'extrême gauche, comme être contre le racisme, l'homophobie, la transphobie, le sexisme, etc. Bah dans ce cas, pourquoi t'as gardé Aquaman 2, Shazam 2, Joker 2? Tiens, c'est bizarre, des films qui mettent en scène des hommes blancs hétéros cis, eux, ils sont pas annulés. En même temps, quand t'as un réalisateur tellement blanc qu'on a failli le perdre durant le tournage des scènes sous la neige, c'est un peu normal. Non, parce que si tu penses ça au premier degré, ben, rejeter la modernité embrasse la tradition, et ben, ce sont les deux premiers signaux du fascisme selon Umberto Eco. Même lui-même, Jacob n'utilise jamais cette baguette, elle ne fait que servir à une théorie du complot qui sert Grindelwald dans cette histoire débile d'élection, et personne ne semble réagir au fait qu'un moldu serait apparemment capable d'utiliser une baguette magique. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, avec tous les parallèles que J.K. Rowling essaye de mettre en place dans Harry Potter, et qu'elle réclame dans toutes ses interviews, qu'est-ce qui se passe là? Jacob est intégré à une certaine minorité auquel il se sent appartenir, mais que la société lui rejette le droit d'en être, mais finalement il est rejoint en utilisant une extension de lui-même qu'il n'avait pas à la base, que certains pourraient carrément voir comme un symbole phallique. Donc, ouais, on peut voir en cette situation une sorte de transition métaphorique. Ou alors, puisque Jacob se promène dans un monde ultra anti-moldu, bah Dumbledore lui donne une baguette pour qu'il puisse se fondre dans la masse, sans qu'on soupçonne qu'il est moldu. C'est pas compliqué. Autre critique d'un autre membre de la Justice League, les accusations de racisme. Ray Fisher a pas mal balancé sur certains changements qu'il a trouvés racistes. Certains qui sont terrifiants de racisme banalisé, comme Warner qui voulait enlever des scènes de cyborgs en colère parce qu'il craignait que ça allait faire peur aux gens de voir des noirs en colère. Par contre, on peut critiquer l'aspect systémique du truc. Pourquoi les personnes de couleur se retrouvent qu'avec des rôles tertiaires, là où les blancs sont toujours privilégiés pour les rôles principaux? C'est ça le problème du racisme, c'est pas limité qu'à quelques individus. C'est aussi dans des actions qui semblent innocentes au premier abord, mais qui participent à une tradition qui renforce la place minoritaire des personnes de couleur. Nagini qui devient non seulement humaine, mais aussi indonésienne jouée par une coréenne et portant une symbolique peu subtile sur les porteurs du sida. Ouais, merci d'offrir aux générations de jeunes filles asiatiques une représentation de ta licence culte en tant que victime qui sera enfermée dans sa condition animale pendant des décennies, asservie par un sorcier Hitler qui lui tète son lait, donc ressortant le cliché raciste de la femme asiatique soumise à un homme blanc, à la fois esclave et objet de désir, et qui sera l'une des pires menaces de la saga Harry Potter et qui finira décapité par un adolescent. Mais quand il a fait Artemis Fowl et pris Nonso Anosi dans le rôle du serviteur du petit blanc riche, alors que le personnage n'est pas noir à la base, mauvais calcul cette fois-ci, Kenneth. Pas pire que de mettre Richard Pryor dans le remake du Joujou, mais quand même. D'ailleurs, à tous les droitards qui essayent de s'approprier l'imaginaire et l'iconographie de Matrix pour faire la propagande de leur idéologie, genre Red Pill, les programmes comme l'Oracle et Sati sont une allégorie des immigrés clandestins. Ils fuient leur pays d'origine pour aller dans un pays où ils pourraient être heureux. Mais ils se font persécuter par l'autorité et exploiter par les gangs locaux. Mais à la fin, Neo détruit ce système pour permettre aux humains et aux programmes de vivre libres en détruisant de l'intérieur un régime fasciste suprémaciste blanc. Vous n'aurez jamais Matrix, bande de sacs à merde. Les gens qui emploient ce discours, qui revient toujours à discuter de politique, on les prend jamais au sérieux, parce qu'on juge un film de manière artistique, pas dans un prisme politique. Quand on fait ça, c'est une interprétation subjective, qui reflète plus les convictions personnelles du critique, et pas sur son appréciation de l'œuvre en tant que telle. Souvent, ce genre d'individu n'est pas dans la nuance, ou ne maîtrise pas son sujet. C'est trop réducteur de conclure sur « Non mais si ce film est nul, c'est parce qu'il est pro-Trump ». Je veux dire, t'es pas crédible une seconde quand tu dis... D'ailleurs, le coup de l'équipe de Mysterio composée d'anciens employés de Tony Stark, c'est moi ou ça commence à devenir très anti-CGT ces films Spider-Man? Arrêtez de transformer Spider-Man en figure pro-BDev quoi, merde! C'est un gamin des rues, n'en faites pas un défenseur des 1%! Et le côté anti-syndicat CGT, ça aide pas du tout, hein! J'ai envie de dire, pour qui tu te prends mec? Qui es-tu pour nous donner des leçons de morale? T'es personne!
Et le pire dans tout ça, c'est qu'on sent vraiment que le mec utilise le cinéma comme prétexte pour parler de politique. C'est pas mal d'en parler, mais assume-le sans te cacher derrière l'art cinématographique. Si la mauvaise foi était un sport, MJ serait sûrement un champion olympique. Prenons comme exemple sa vidéo sur « Les Jedi sont cons ». Spoiler, c'est pas vrai. Mais en plus, d'où elle sort cette conne de prophétie? Qui l'a écrit? Je veux dire, et qu'est-ce qu'elle dit aussi cette prophétie? Que le gamin il va ramener l'équilibre dans la force? Et c'est une bonne chose ou pas? Ça sert à rien de se poser ce genre de questions. Et puis, une prophétie n'a pas pour but de dire mot pour mot ce qui va se produire. C'est stupide de savoir si c'est bien ou pas, car elle est floue et invite à l'interprétation de chacun. Mais bon, dans le prisme de MJ, il n'aime pas la prélogie Star Wars, donc la prophétie doit être stupide. Mais le pire, c'est qu'ils savent que le gamin est dangereux. Ils le sentent et ils arrêtent pas de le dire qu'il est dangereux. Donc la prophétie annonce un malheur? Mais alors, pourquoi vous acceptez qu'Obi-Wan le forme? Oui, c'est bien beau, MJ, mais puisque tu ne montres aucun extrait qui le prouve, donc pas de preuve, je peux le réfuter sans preuve. Mais en vrai, vous savez qui est le seul à dire mot pour mot que Anakin est dangereux? Cet enfant est dangereux. Ils le sentent tous, pourquoi pas vous? Sa destinée est incertaine. Il n'est pas dangereux. Mais elle est aussitôt démolie. Je vous prie de me pardonner, maître. Ce n'était pas à moi de vous contredire à propos du garçon. Mais le mec va tous vous crever! Pourquoi tout le monde s'en fout de mourir dans ce bordel? Les persos ne le savent pas, MJ. Arrête d'insister sur le fait que les persos soient au courant de ce qui va se passer. C'est toi qui interprètes la prophétie de cette façon. Outre ce que cette prélogie dit en termes de morale discutable sur soi-disant les émotions c'est pas bien, c'est mieux d'être un robot sans âme qui fait son devoir et qui ne pense pas par lui-même. Mais comment t'es arrivé à croire que les Jedi promouvoient cette morale? Pour moi, les Jedi dans la prélogie m'ont plus fait apprendre à être posé, maîtriser ses émotions, et pas les laisser contrôler nos agissements, car ce n'est pas rationnel d'agir sur le coup de l'émotion. La règle de ne pas aimer est totalement absurde. Déjà parce que vous tolérez l'amitié, la foi en une cause comme la République, et la création d'un lien de famille avec une figure paternelle et le reste de la communauté Jedi. C'est quoi la différence avec l'amour comme celle entre Anakin et Padmé? La différence, c'est comment on s'attache à une personne. Car l'amitié et la confiance envers une figure paternelle est différente d'une relation amoureuse. C'est plus facile de mettre fin à une amitié ou une relation avec un parent que mettre fin à une relation avec une personne en qui on s'est confié tous nos secrets, nos angoisses et qu'on a éprouvé une attirance physique et émotionnelle. L'amitié et les relations parentales ont aussi comme différence qu'on peut être conscient qu'elle peut prendre fin à tout instant. Mais une relation amoureuse, on espère qu'elle dure longtemps. En fait, Obi-Wan a pratiquement succombé au côté obscur après avoir vu son maître mourir. Non, sérieux. Peur, colère, haine, souffrance. Ouais, la checklist est complète sur ce coup. Non, ce n'est pas parce qu'on succombe au côté obscur qu'on est un Sith. Être Sith, c'est adhérer à une idéologie, comme la domination et faire partie d'une caste. C'est comme les Jedi. Ta rhétorique est stupide. Maître, ce gamin que nous ne connaissons ni Nadan ni Dev et qui nous a invités chez lui sans que sa mère se plaigne, dans un sport ultra dangereux dont il a lui-même avoué qu'il était nul, faire un pari avec son patron, la caricature juive des années 40 qui vole là-bas. S'il gagne, on a un nouveau moteur, s'il perd, il a notre vaisseau, donc on est coincé ici pour toujours, et une fois ça fait, on l'emmène avec nous, mais on n'emmène pas sa mère pour détruire son enfance. Ah, parce que son enfance n'était pas détruite quand il était esclave, c'est ça? Voilà. Je pense que le problème avec Qui-Gon est assez clair là, non? Ah, et aussi... Bon, préparez-vous, on va rentrer en zone de guerre. Très bien, je vais emmener le gosse. Vous emmenez le gosse en pleine zone de guerre. La prophétie l'a dit! Quand nous serons dans le palais, trouve-toi une cachette et reste-y. D'accord. Reste-y. Reste où tu es, Anakin. Tu es en sécurité. Mais je... Reste dans ce cockpit. Et puis c'est quoi ces Gardien de la Paix qui utilisent sans remords une armée de soldats génétiquement modifiés? Sérieusement, c'est pas un peu l'exact opposé de ce que vous représentez? Vous semblez aussi si à l'aise à leur donner des ordres comme si c'était normal, mais quoi? Pour des pacifistes, vous êtes vachement forts en stratégie de guerre! Donc non seulement l'armée prouve que les Jedi sont des cons, mais aussi que ce sont des belliqueux hypocrites. Ferme ta gueule! Ferme-la! C'est pas des pacifistes, ils le disent eux-mêmes. We're keepers of the peace, not soldiers. Et être gardien de la paix veut forcément dire qu'ils doivent se battre un moment ou un autre. Vous connaissez le dicton, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et puis, s'ils étaient vraiment pacifistes, que foutent-ils avec des sabres laser en main, hein? Non,
qu'il suffit d'avoir une émotion, comme la peur ou la colère, émotion totalement banale qui fait partie de ce qui nous rend humains, pour qu'un de vos Jedi devienne un Sith? Non, non, non. Et je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Mais le plus gros problème de la considération des Jedi par rapport au côté obscur est parfaitement résumé par cette célèbre phrase d'Obi-Wan. Seul un Sith est aussi absolu. Oh, vraiment? Genre aussi absolu que de vouloir tuer son meilleur ami juste parce qu'il est dans une colère noire? Est-ce que ça veut dire que toi aussi tu es un Sith? Est-ce que ça veut dire que les Jedi eux-mêmes sont des Sith en croyant absolument qu'avoir des émotions amène forcément au côté obscur? Est-ce que ça veut dire que Qui-Gon était un Sith en voulant absolument former Anakin? Oh ta gueule, arrête de jouer sur les mots et... Quoi? Donc pour toi, ça, c'est juste être dans une colère noire? Skywalker, there are too many of them. What are we going to do? Tuer son meilleur ami juste parce qu'il est dans une colère noire? Donc, littéralement, les Jedi sont les responsables de leur propre destruction, à cause de leurs croyances incohérentes, de leurs règles absurdes, leur façon de penser chaotique, leur imbécilité chronique, et leur philosophie plus absolutiste que les Sith eux-mêmes. Et tout ça... C'est juste des débilités parce que tu es de mauvaise foi et que t'es biaisé parce que tu détestes ces films. Voilà. Passons à autre chose. Comment reconnaît-on les gens malhonnêtes qui n'ont aucune idée de ce qu'ils disent? C'est quand ils font des contradictions. Détesté que beaucoup sont allés jusqu'à exagérer les défauts comme Jar est une caricature raciste, faire un pari avec son patron, la caricature juive des années 40 qui vole là-bas. C'était bien si vous dire ce qu'il y a. On s'en colle de l'univers étendu! Merde! Non, non. Les combats les plus spectaculaires de la saga ne viennent pas de la prélogie, mais de la série Clone Wars par le mec qui a fait le laboratoire de Dexter et Samurai Jack. Oh, la version non canonique! Qui était canonique avant que Lucas... Pour la première fois, Superman a l'air humain dans cette trilogie. Luthor confronte Superman sur un plan divin, utilisant son humanité pour le manipuler et prouver qu'il n'est pas un dieu, mettant Superman à l'épreuve psychologiquement. Vous vous faites manipuler mais comme des bœufs. Même moi qui suis con, anti-théorie du complot et pro-Disney, je le vois. Et c'est là que j'ai fini par comprendre que les personnes qui se plaignent de progressisme dans les comics, séries et jeux vidéo ne sont pas de vrais geeks, mais un groupe qui infiltre les fandoms pour utiliser leur colère pour les recruter dans leur idéologie discriminatoire. Ils font en sorte que tu n'aies pas besoin de remettre en question tes goûts ou que tu n'aies pas besoin de remettre en question la qualité de ses œuvres pour que tu puisses blâmer le fait que c'est pourri juste à cause des autres. Et c'est pareil pour tout. L'insécurité, c'est la faute des autres. La crise économique, c'est la faute des autres. Tu trouves les nouveaux Star Wars pourris, c'est la faute des autres. Et beaucoup y croient sans problème, parce que du coup, ils ont pas à se dire que c'est de leur faute ou la faute d'une industrie qui a bercé leur enfance. Ils sortent jamais d'arguments pour expliquer en quoi telle chose est pas bien ou ce qu'ils trouvent mauvais dans un film. Et l'inverse, ça marche aussi. Mais surtout, Justice League n'est pas l'expression pure et libre d'un artiste. Il n'a jamais été l'intention de l'être et il pouvait pas l'être. But why? C'est un truc que j'adore appeler le test de Spielberg. Si tu es aussi bon pour faire un film pour enfants qu'un film pour adultes, tu es donc un grand réalisateur. Par exemple, les sœurs Wachowski passent le test, Robert Rodriguez passe pas le test. Ce scénario de super-héros venant d'une autre dimension, pourquoi il a une tête de bocal? Pourquoi il a une cape? Pourquoi il a les yeux sur le torse? Ces motifs avaient du sens quand c'était un prestidigitateur. Son bocal, c'est une boule de cristal, comme les diseuses de Bonaventure. Sa cape, c'est comme celle d'un magicien. Et les yeux, c'est son motif. Il manipule ce qu'on voit. Mais en héros venant d'une autre dimension, ça colle pas. Pourquoi? Liam Neeson est fade, Dark Maul se contente de grogner, l'excellent Jimmy Smith est gâché pour n'être qu'un élément scénaristique pratique. Oui, ok, d'accord. Mais pourquoi? Même ses choix musicaux, je sais que c'est en hommage à sa fille, que toutes les chansons du film étaient ses chansons préférées, très joli hommage, mais navré, ça ne rend pas trop service au film. Distant Sky, ça colle, There is a Kingdom aussi, mais Song of the Siren, non, ça colle pas. Explique-moi quand tu parles! Et je crois que le pire, c'est sa vidéo sur la prélogie Star Wars. La prélogie Star Wars n'apporte rien.
Ça révèle que Anakin a sombré dans le côté obscur pour devenir Dark Vador, ce qu'on savait déjà. Obi-Wan était un maître sage, ce qu'on savait déjà. Je veux dire, il est tellement que ça dans la prélogie qu'il est presque un Garristou. Que Yoda était badass. Pareil, je veux dire, on l'a vu soulever un X-Wing rien que par la pensée et ce sans effort, évidemment qu'il est badass. Bref, rien d'essentiel. Bon, comment Palpatine est devenu moche? Merci. Je supposais juste qu'il était vieux et fripé, mais ok. Et on découvre que Chewbacca connaissait Yoda. Qu'est-ce qu'on s'en fout? La prélogie nous apporte comment la République est devenue un empire, l'ascension de l'empereur, comment était l'ordre Jedi, pourquoi Anakin est devenu Darth Vader et comment il est scarifié, l'amour entre Anakin et Padmé, qui était le maître de Obi-Wan, et l'amitié entre lui et Anakin. Il fait exprès de dire que la prélogie n'apporte rien, alors que c'est faux. Pour que ça aille dans son sens, il ment. D'ailleurs, dans sa vidéo sur ses commentaires, il dit ça. T'as aimé un film que j'ai trouvé à chier? Tant mieux pour toi. T'as pas aimé un film que j'ai trouvé génial? Tant pis. Les goûts et les couleurs, comme on dit, ça veut pas du tout dire que tu devrais avoir honte. Ça veut encore moins dire que je te traite comme un monstre de foire. Ça c'est bizarre parce que moi généralement quand je vois une vidéo d'un mec avec lequel je suis pas d'accord, je continue à regarder la vidéo pour voir ce qu'il a à dire pour sa défense et voir si son discours reste cohérent. Quand Durandal dit qu'il a pleuré devant Lucie ou que le Nostalgia Critique dit que le dernier maître de l'air est à chier, je prends quand même le temps d'écouter. Même si les arguments ne m'ont pas convaincu sur la question, j'ai essayé de comprendre la raison du désaccord. C'est bien. Très bien même. Sauf que dernièrement, le YouTuber Ludwig von Manitou a réalisé une vidéo où il défendait le Spider-Man du MCU, là où MJ le défonçait. Moi qui n'aime pas ce Spider-Man, je dois avouer qu'il avait raison sur plusieurs points. Et je vous invite à aller voir sa vidéo. Mais dernièrement, dans les commentaires de MJ, on trouve ça. Que penses-tu de Ludwig von Manitou? Que c'est un petit con insultant qui invente des excuses pour pas assumer qu'il aime un film de merde plus qu'il n'argumente. Wow, on se calme, je trouve qu'il avait des points où il avait raison et tort. Ah oui, il a fait une deuxième vidéo. Je dirais pas que le film est une merde, mais il n'a pas réinventé le cinéma. C'est dingue qu'on demande à moi de me calmer juste parce que je prends mal l'insulte. Par contre, on le dit pas au gosse qui fait 2 vidéos de 40 minutes, qui fait des pendules, m'insulte, chipote, déforme mes propos et me fait des ad hominem, juste parce qu'il prend mal que je démontre que le film qu'il aime est pourri. Bon, je voudrais vous parler un peu de moi. Je suis québécois, mais j'essaye beaucoup de m'exprimer en français normatif. C'est-à-dire que je m'exprime pas comme un gars qui vient du Lac-Saint-Jean. Mohamed! Viens ici, là, faut que t'arroses ton gazon, sinon ton chien, il est mort. Donc quand je fais des vidéos, je souhaite que n'importe qui puisse me comprendre, en usant un vocabulaire qui puisse être à la portée de n'importe qui. Mais MJ, lui, décide d'utiliser des diminutifs que beaucoup de gens ne connaissent pas, genre... Et pourtant, que ce soit à l'époque de la première BA, à l'époque de la sortie du film, chouiner auprès de son senpai et lui donner des... Darkseid senpai, j'ai enfin... Ça, plus le fait que le gag Lovina est plus raccord avec le moment où Flash... À mon sens, c'est plus pédagogue de parler avec un vocabulaire que tout le monde puisse comprendre. Et vu que MJ emploie un ton moralisateur, comme quoi il est la lumière parmi les lumières, ben ça la fout mal que je comprends pas les mots qu'il dit. Mais si c'était que ça, là on est à la limite du tolérable. Car s'il y a bien un truc qui m'exaspère au plus haut point, c'est les Européens qui écorchent la langue anglaise. Ou, pour faire court, des gatekeepers. Gatekeepers qui, la plupart du temps, n'ont même pas compris l'intérêt de ce qu'ils gatekeep. Et on sait à quel point tu adores malgaiser à outrance les personnages. D'ailleurs, parlons-en du Rated R. Le Rated R, c'était obligé. Sérieux les Français, vous avez eu des cours d'anglais, non? C'est trop compliqué de dire the. Non, pas non. Vous dites the, soit vous traduisez la phrase, soit vous faites un minimum d'effort de prononciation. Nous, au moins, au Québec, on le prononce bien l'anglais. Mettez la gueule à Black Adam, pas leur version bootleg, là. J'étais ces films Spider-Man. Salut à tous, bon, il est 21h, mais je propose qu'on se fasse un petit call pour la prochaine réunion. Ouais, un petit call, ouais. Ouais, un petit call. Ouais, mais nique ta mère, en fait. Tu peux pas dire appel comme tout le monde. Vous pensez cool avec vos anglicismes à la con. Toi, je vais te faire piquer, toi. Toi, je vais te faire piquer, tu vas voir. Ok, sortez vos cahiers Canada et vos autres fournitures scolaires, car aujourd'hui, je vais vous apprendre ce qu'est les sophismes.
À l'époque de l'Antiquité existaient les sophistes, les opposants des philosophes. Ces premiers utilisaient pour manipuler le peuple des sophismes, des argumentations dont la logique est fondée sur du mensonge ou du faux. Il est évoqué quand une personne cherche à tromper le destinataire ou l'auditoire ciblé, afin de prendre l'avantage dans une discussion ou débat en jouant par exemple sur l'émotion. Le sophisme est donc une argumentation qu'il faut à tout prix éviter de faire, car ça vous discrédite automatiquement dans un débat. Votre parole n'est plus valable, parce que vous pouvez dire n'importe quoi, en plus d'être malhonnête. Dans le cas de notre YouTuber MJ, dans l'entièreté de sa chaîne, on peut compter jusqu'à 8 sophismes. Il y en a plus, mais je vais me contenter de 8. Numéro 1, le faux dilemme. Il n'y a aucune place pour la nuance, le cas par cas ou la complexité d'une question. En simplifié, c'est faire des généralités. Bah, il y a aussi des gentils fans, tu vois. Warner et Snyder ont même dû s'exprimer sur le reste de la commune de fans de la Snyder Cut, qui ont été vus harceler et menacer tous ceux qui osaient ne pas encourager le film, et ces derniers l'ont très bien pris en se retournant complètement contre Snyder, et même dire qu'il méritait de subir le suicide de sa fille. SS, oui. Je veux pas généraliser, mais à ce stade, c'est clair que la communauté est infectée par des éléments toxiques de fou et qu'elle a du mal à s'en séparer. Déjà parce qu'on connaît l'ego des gros producteurs d'Hollywood, ils préféreraient crever que de reconnaître qu'ils ont merdé. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste une excuse de maintenir un statu quo où tous les rôles reviennent aux blancs en se plaignant d'être persécutés par l'antiracisme. Hey, vous voulez faire un film épique et fantaisiste mais vous n'êtes pas capable de créer une alchimie entre vos personnages? Eh bien alors achetez la solution miracle, la prophétie. Grâce à la formule de la prophétie, les personnages se forcent à faire équipe et tomber amoureux du héros insipide car c'est littéralement leur seule raison d'exister. Même pas besoin de développement ou de dynamique de groupe. On ne critique plus les vrais responsables, à savoir les producteurs véreux qui commandent un film misant que sur des tendances, et le tout avec des choix artistiques absurdes qui ne font que limiter la liberté des artistes. Les progressistes ne demandent pas à refaire Space Jam ou les courts-métrages d'époque pour les rendre plus politiquement corrects. Ceux qui le demandent, ce sont les producteurs qui ne veulent pas assumer, planquent sous le tapis de leurs conneries et interdisent de diffusion un truc. Par contre, du côté des anti-SJW, qu'est-ce qu'on a? De nombreux cas d'harcèlement et de menaces pour faire pression sur des personnalités jugées comme étant SJW, pour ainsi les empêcher de s'exprimer et les forcer à refaire des films qu'ils jugent woke, et appelant au boycott pour décourager les producteurs d'aller dans cette voie. Et c'est paradoxal parce qu'il fait bien savoir dans ses vidéos qu'il n'aime pas les fascistes. Vous êtes tous des collabos! Mais faire des généralités, c'est pas justement un truc de fasciste? Dans mes souvenirs, il y avait une certaine personne qui faisait ça. Mais qui donc? Oui, entrez. Numéro 2, le faux appel à l'autorité. Il consiste à évoquer une personne prestigieuse plutôt que se remettre à ses propres arguments. Parce que c'est tellement plus facile de convaincre les autres en évoquant une personne très connue, plutôt que d'expliquer soi-même son propre point de vue. Joss Whedon a dit un jour, ne donnez pas aux gens ce qu'ils veulent, mais ce dont ils ont besoin. Ils ont aussi prédit que ce modèle allait vite se casser la gueule, donc le principal truc que Martin Scorsese critiquait chez Marvel, avant que tout le monde déforme son propos. Non, parce que si tu penses ça au premier degré, ben, rejeter la modernité, embrasse la tradition, et ben, ce sont les deux premiers signaux du fascisme selon Umberto Eco. Mec, tu viens de sortir la critique de John Watt qui disait que Tolkien était raciste. Et comme il a été remplacé par le scénariste de Star Wars 9, on dégage cette voix que c'est écrit par Chris Terrio, non? Écrit par Chris Terrio! Dans ce cas-là, MJ essaie de convaincre son public que la Snyder Cut est nulle parce qu'il a été écrit par le scénariste de Star Wars 9. Alors qu'avant, le mec était scénariste sur Argo. Et Argo, c'est un film qui a gagné 3 Oscars, dont un pour le meilleur scénario. Mais bon, ça n'irait pas dans son sens, donc il fait juste mentionner qu'il a travaillé sur Star Wars 9 comme scénariste pour prouver que c'est de la merde. Monsieur, pourquoi il a travaillé sur Star Wars 9 alors? Bah regardez, on n'en sait rien, mais bon, il faut bien travailler pour gagner sa vie. Numéro 3, l'attaque à la personne, ou l'attaque ad hominem. Ça, elle est facile. C'est insulter ou attaquer la personne. Et connaissant la vulgarité de MJ... Tiens, voilà un fanart de Lola en version humaine, pour que tu puisses te palucher dessus sans avoir peur d'être zoophile, connard. Bah, déjà, achetez-vous une vie, il y a une promo chez Carrefour, 2 pour le prix d'un.
Enfonce-toi le corps entier de Pénance dans le cul et meurs d'une hémorragie. Tu devrais faire attention, David, ce bâtard. Donc c'est qui tous ces fragiles qui font genre que Pépé est un trésor national? Ah bah bonne chance avec ça, parce qu'ils sont devenus tellement têtus qu'ils sont à l'ordre du cyberharcèlement, ces Snyder sexuels. Ou, comme j'adore les appeler, les SS. Et m'appelle pas Marvel sexuel, petit con. Captain Marvel est une victoire des fans de Marvel. Donc, c'est quoi ces connards qui se plaignent de son existence? Me mettre des femmes et des noirs, ça va rien changer à la qualité du film. Bah ferme ta gueule alors! Si ça change rien, pourquoi tu chiales? C'est bad girl, tête de con! T'es trop agressif. Je fais de la comédie. Numéro 4. Le sophisme de l'homme de paille. Arnaud, tu peux nous faire un résumé de ce que c'est? Mais prêter des intentions à quelqu'un qui ne les a pas, puis lui taper dessus parce que ce que vous pensez de lui ne vous plaît pas, ça s'appelle un homme de paille et c'est malhonnête. Ou ça peut être aussi un amalgame de remarques débiles pour dénigrer des personnes qui, en vrai, n'existent pas. Et ça, c'est vraiment le péché mignon de MJ. C'est son péché mignon. Parce que dans toute sa chaîne, il en fait tout le temps. Détesté que beaucoup sont allés jusqu'à exagérer les défauts comme Jean est une caricature raciste. Mais personne dit ça. C'est allégorique, tu peux pas comprendre. Mais tu peux pas sérieusement dire que la prélogie Star Wars a le moindre défaut. J'adore aussi le fait que pour certains, leurs arguments reposent sur des conneries de faux alliés à base de pensez aux petites filles qui n'auront pas de modèle de beauté. Mais personne dit ça. Ah non, clairement les méchants, ce sont les étrangers racisés qui viennent chez nous pour nous remplacer. Et tu as échoué. Tu n'as pas réussi à prouver que notre haine est injustifiée. Excuse-nous de dire quand il se plante, Marvel sexuel. Et là, ce qui est lunaire, c'est qu'il a littéralement créé deux personnages qui sont des hommes de paille. Le premier s'appelle Dark Homme de Paius. Ça veut dire que MJ sait qu'il fait des hommes de paille et se complaît là-dedans. C'est pathétique. Et le deuxième, c'est un personnage plus récurrent, et puisque c'est MJ qui écrit ce personnage, maintenant il est d'accord avec tout ce qu'il dit. Peut-être qu'à force de se taper tous ces anti-SJW, woke, je ne sais pas quoi, c'est devenu presque une partie de plaisir de juste parler du film. C'est vrai. Voyons. Là au moins, on débat quoi. Ouais, en même temps, la qualité est quand même plus débattable que le racisme quoi. C'est sûr. Je sais pas si on peut appeler ça de l'autofellation, alors dites-le moi en commentaire. Numéro 5. L'appel à l'ignorance. Ce sophisme, c'est dire qu'un énoncé est vrai parce qu'on n'a pas prouvé le contraire. Et l'inverse, ça marche aussi. Rappelez-vous dans les précédentes vidéos quand je disais qu'il prouvait jamais ce qu'il avance? Mais voici un autre exemple. Il y a même des fans qui ont fait des remixes de ce thème à la Giacchino qui auraient fait un meilleur thème d'action. Le mec en a tellement marre que des amateurs font de meilleurs Giacchino que Giacchino. Numéro 6. Le procès d'intention. Discréditer une personne en lui prêtant des intentions inavouables et condamnables. En gros, c'est comme si tu disais que quelqu'un est raciste alors qu'il n'a jamais fait quoi que ce soit qui le montre vraiment, ou qu'il ait dit quelque chose de raciste. Tu rends cool un nazi, et tu donnes raison à ce nazi. Pas sympa de refiler la faute aux autres, Snyder. Regarde, depuis le temps, on te connaît, on sait à quel point tu adores malgaiser à outrance les personnages féminins. Et ce, même dans une scène de viol. Yerk. Beaucoup pensent que seuls les films pour enfants prennent leurs spectateurs pour des débiles, parce que pour eux c'est impensable que l'on puisse considérer les enfants comme intelligents ou les adultes comme bêtes. Qui est un petit peu normal comme façon de penser de la part d'un snob. Ouais en effet, le timing est mal tombé. Mais après je comprends totalement le ressenti de Fred. Hein. La façon dont on a fait tout un scandale sur son opinion alors que franchement plus tiède tu meurs. Bah ouais on fait pas un scandale du même niveau quand d'autres connards disent des trucs encore plus racistes que ça. Hein. Ils sont pas aussi connus que Fred donc eux on s'en fout. Hein. Numéro 7. L'appel à la popularité. Ça consiste à valider nos idées en arguant du fait que la majorité le pense ainsi. Si tout le monde pense que ce film c'est de la merde, c'est que ça doit être vrai, hein. En d'autres mots, jouer sur l'inconscient collectif. Pratiquement tous les critiques reconnus d'internet, de la télévision ou des magazines sont unanimes que ces films sont ratés. Même d'autres fictions comme le film Fanboy, des séries télé comme Les Simpsons, même Edgar Wright et Simon Pegg ont fait un épisode de leur série phare Spaced, crachant sur la menace fantôme. On raconte même que la première angry review d'internet était sur la menace fantôme. Et certaines critiques durent presque une 8 heures pour expliquer tout ce qui va pas dans ces films. On peut constater que MJ fait l'appel à la popularité en usant d'une figure de style qui s'appelle l'empoisonnement du puits. Cela consiste à présenter une idée ou un concept de manière totalement négative, quitte à ce que les gens qui n'ont pas une grande connaissance sur la question puissent avoir un a priori négatif et faire confiance à ce que l'interlocuteur présente. Il ne peut pas donner d'arguments, mais fera tout pour faire croire que c'est un fait.
alors que cela peut être tout à fait discutable. Numéro 8, sophisme par association. Aussi appelé le déshonneur par association. Il consiste à associer son adversaire à quelque chose de négatif, ou le diaboliser, ou le discréditer, ou disqualifier ses arguments. Non, parce que si tu penses ça au premier degré, rejeter la modernité, embrasse la tradition, ce sont les 2 premiers signaux du fascisme selon Umberto Eco. Non, parce que fais gaffe, parce que non seulement tu passes pour un proto-fasciste, mais tu passes pour un proto-fasciste qui essaye de recruter des gens dans son idéologie, surtout quand parmi vous, vous avez Ben Shapiro. Ouais. Vous êtes d'accord avec un crétin raciste, antiféministe, homophobe et qui est climato-sceptique au point de conseiller aux gens qui sont inquiets par la montée des eaux de déménager ailleurs et vendre leur maison. Bon, c'était le cours du professeur Zelios, et rappelez-vous qu'il n'y a aucun intérêt de débattre avec quelqu'un qui sort des arguments fallacieux. Allez, au prochain cours. Bisous. Bon, il est temps de conclure une bonne fois pour toutes. Pour moi, MJ, c'est Eric Cartman dans la vraie vie. Non, je parle pas du fait qu'ils sont tous les deux gros. Non. Mais que tous deux sont vulgaires, insultants, dénigrants, et font tout en sorte pour montrer que c'est eux qui ont raison et que les autres ont tort. L'ennui, c'est que ton sens de la moralité est complètement perverti parce que tu es juif. Écoute, Kyle, comme tu n'as pas vu La Passion du Christ de Mel Gibson, Je suis pas venu ici pour parler de la passion, Cartman. Laisse-moi finir. Si tu étais allé voir La Passion, tu saurais que l'enfer est uniquement réservé aux juifs et à tous ceux qui n'acceptent pas le Christ. Il mérite une baffe dans sa gueule et de se faire traiter de collabo. Oh, t'es méchant d'être aussi vénère envers les anti-woke, MJ? Je m'en fous. Moi, au moins, j'ai les couilles de dire directement ce que je pense. Les anti-woke sont des collabos qui soutiennent les puissants et approuvent la censure des œuvres du peuple. Vous allez peut-être me dire, pourquoi tu te prends la tête avec lui? De quel droit tu le critiques? Laisse-le dans son coin. Déjà, comme tout consommateur sur YouTube, je donne mon avis. Mais le souci, c'est qu'indirectement, il m'insulte. Et puis, une personne avec une telle audience, il a toujours 160 000 abonnés, devrait avoir un minimum de responsabilité sur ses propos. Parce qu'il y a forcément une majorité qui le suivent sans qu'ils prennent de recul. Ils vont gober tout ce qu'il dit. C'est comme être un professeur. Puisque tu as beaucoup de gens qui t'écoutent, tu ne peux pas te permettre de dire n'importe quoi. Ou pire, leur dire des choses pour qu'ils t'admirent. Et je trouve ce genre de comportement ignoble et irresponsable. Car je vous l'ai dit, j'aimais les vidéos d'MJ. Mais à un moment donné, je trouvais qu'il allait trop loin. J'ai fait comme il m'a demandé, et pris du recul, et j'ai compris qu'il disait n'importe quoi pour se créer une audience. Vous aurez remarqué que je ne traitais pas intégralement les vidéos de MJ. Et j'aurais aimé le faire, mais MJ fait ce qu'on appelle un argumentaire millefeuille. Quand il traite un sujet, il enchaîne les informations. Encore et encore, sans développer derrière. Il nous bourre d'informations comme les différents étages d'un millefeuille. Mais vous avez tous mangé un millefeuille dans votre vie. Tu le vois, t'essaies d'en prendre un morceau, mais à cause de la multitude de couches, ton millefeuille se foire. Et t'as plus que tes yeux pour pleurer. MJ, c'est pareil. Il enchaîne ses arguments et ses infos. Du coup, c'est compliqué d'assimiler ce qu'il dit et y réfléchir, puisqu'il passe tout de suite à autre chose. Et notre cerveau a besoin de temps pour diriger l'information qu'il reçoit. Et puis quand tu essayes de remettre en question son argumentaire, tu vois que ça s'effondre, comme un millefeuille. Le film Deadpool, réalisé par un mec qui avait juste fait le générique d'ouverture du Millennium de David Fincher, excellent générique mais quand même, à l'époque produit par l'un des rares studios s'opposant concrètement à Marvel en termes de super-héroïsme, avec un acteur sympa mais ayant une sacrée liste de films pourris sur son CV, a eu un succès monstre, étant le meilleur démarrage au box-office de l'histoire de la Fox, et côté public et critique, tout le monde est tombé sous le charme, au point d'être un de ces rares films qui, déjà avant sa sortie, pouvait être qualifié de cette phrase de marketing utilisée à outrance, à savoir déjà culte. Il suffit qu'il fasse de belles paroles pour que les gens avalent ses conneries. Donc ouais, je déteste son travail, mais en même temps je le remercie. Car c'est un peu grâce à lui que je me suis lancé sur YouTube. Vouloir partager ma culture tout en faisant essayer des choses à des gens, mais aussi faire l'exercice de recherche pour contrer quelqu'un qui exprime des arguments qui ne tiennent pas la route. Si je devais vous donner une morale à cette histoire, c'est ne croyez pas sur parole les personnes que vous suivez sur Internet, même moi s'il le faut. Vérifiez toujours si ce que dit une personne est valide et factuel, car c'est en apprenant de nos erreurs que l'on devient meilleur. Alors MJ, fais-moi plaisir et dépose ce marteau. Tu n'en es pas digne. Prove it. Put that hammer down. Yeah, no. Bad call. He loves his hammer. You want me to put the hammer down?
Ça y est, MJ, c'est terminé. J'aurais pu entendre ces conneries là. Je me sens fatigué tout d'un coup. Je crois que je vais aller me reposer.